Par vous évoquer ce qui s'est passé hier. Parce que hier, j'ai eu 3 minutes de parole à la fameuse matinée organisée par le ministère de la Santé, par Aurore Berger, sur la feuille de route du grand âge, avec l'annonce d'un énième plan et l'annonce aussi d'un institut du vieillissement. Je ne sais pas si ces annonces sont financées ou pas, mais toujours est-il, je voulais commencer par là parce que dans ces 3 minutes que j'avais, pour parler de changer le regard sur la vieillesse, donc j'avais très peu de temps pour parler de cet impératif auquel les 60-100 ans veulent contribuer. Parce que de 60 à 100 ans, les personnes que nous appelons les vieux et les vieilles veulent contribuer à ce changement d'image. Alors comment est-ce qu'on peut accepter de vieillir dans une société agiste? Vous connaissez le mot. Une société qui exclut les vieux. Une société de l'anti-âge. Je fais toujours un petit arrêt sur cette importance sémantique, parce qu'il y a 15 ans, moi, j'achetais des crèmes anti-rides, mais les mêmes s'appellent aujourd'hui des crèmes anti-âge. Et je crois que l'évolution sémantique, elle en dit long sur l'ennemi. L'âge est devenu l'ennemi. Nous sommes dans une société où il est quasiment interdit de vieillir et où l'image du vieillir, parce que je fais une différence entre vieillir, interdit de vieillir, et puis être vieux, qui est un état dans lequel on arrive quand on prend de l'âge. Donc une société où il est interdit de vieillir et une société où l'image du vieillir est déficitaire. Je me suis faite hier un peu le porte-parole des vieux et des vieilles que je rencontre et que j'entends depuis une quinzaine d'années. Dans 2 cadres, d'une part audience. Je sais que la mutuelle des journalistes du spectacle, de l'audiovisuel, de la presse est présente ici, au contre-salon. Eh bien, audience, je salue toujours ce côté visionnaire qu'ils ont eu il y a 15 ans, de me demander d'animer des séminaires sur l'art de vieillir, parce qu'ils avaient tout à fait conscience qu'on ne pouvait pas vieillir dans une société dans laquelle on avait une image aussi délétère. Et puis, Domitis, qui est un groupe de résidence-service pour personnes autonomes, qui m'a demandé aussi d'animer des groupes de parole dans un parcours qui s'appelle « L'aventure de vieillir ». C'est un mot très important. Et là, j'ai rencontré des personnes de 80 à 100 ans qui étaient d'accord pour se réunir, non pas pour se plaindre, pour, je dirais, pour être dans, c'était pas le bureau des lamentations, mais pour parler de ce qu'elles vivaient de spécifique, d'heureux, parce qu'elles vivent des choses heureuses, ces personnes, d'intéressant et de fécond. Et donc j'ai rencontré des personnes qui étaient des personnes, 3 mots sur lesquels je vais revenir,
et c'est ce que je disais hier au ministère, des personnes responsables, conscientes et solidaires. Responsables d'abord. Oui, j'ai rencontré des personnes, là, depuis 15 ans, qui sont tout à fait conscientes qu'elles risquent de devenir un poids pour la société. C'est-à-dire qu'elles disent, on ne veut pas peser sur la société, on ne veut pas être un poids pour nos enfants. Donc c'est quelque chose qui les préoccupe, cette question du poids, hein, et qui est une réalité, puisque vous savez les chiffres qui ont été donnés hier et puis que vous connaissez, c'est qu'en 2030, les plus de 60 ans, nous représentons 30% de la population française. Donc on imagine bien le poids que peut être 30% de la population qui perdrait son autonomie globalement, qui deviendrait une population triste, désespérée, n'ayant plus aucun projet, aucun désir de vivre. Imaginez ce que ça serait d'avoir tout ce pan de la population qui en arrive à ce stade. Donc, les personnes que j'ai rencontrées, elles savent qu'en prenant elles-mêmes les décisions qui les concernent, en prenant soin d'elles, en restant vivantes et désirantes, eh bien, elles savent qu'elles seront plus légères pour leurs enfants et pour les générations plus jeunes. Et je me souviens qu'un philosophe qui est mort en octobre cette année, Robert Misrahi, un philosophe qui est mort à 98 ans, et je l'avais rencontré il y a une dizaine d'années, et il m'avait dit, vous savez Marie, ce que vous pouvez faire de mieux pour vos enfants, c'est de leur faire don d'une maturité heureuse. Et j'avais trouvé ça une parole très forte. Je m'étais dit, au fond, c'est vrai, si les enfants voient leurs parents vieillir en étant heureux, en prenant soin d'eux-mêmes, en faisant ce qu'ils ont envie de faire, eh bien, c'est vrai que c'est un poids, on est plus léger, en tout cas psychologiquement. Alors, responsable. J'ai rencontré des personnes qui étaient conscientes. Alors, consciente de quoi? De plusieurs choses. D'abord, que vieillir est une chance. Moi, je le rappelle, parce que vous le savez peut-être aussi, j'ai consacré toute une partie de ma vie, quand je travaillais en soins palliatifs, à être au contact de personnes qui sont mortes beaucoup plus jeunes que moi. Et souvent, je pense à cet écrivain Christiane Singer, que vous avez peut-être lu, avec ce magnifique livre « Dernier fragment d'un long voyage », qui a été atteinte d'un cancer à 64 ans, que j'ai été voir dans son unité de soins palliatifs à Vienne, un mois avant sa mort, qui était devenue toute transparente et qui m'a dit « Tu sais, comme j'aurais aimé vieillir ». Elle avait écrit un livre sur les âges de la vie avec un chapitre sur la vieillesse. « Comme j'aurais aimé vieillir » et elle avait rajouté « pour bercer le monde ». Ça, c'était Christiane. Donc, une chance. C'est vrai que moi, je vois sa photo qui est sur une étagère dans ma chambre tous les matins, et je me dis, j'ai dépassé de loin l'âge à laquelle elle est morte, puisque j'ai 77 ans, et moi, j'assume mon âge. Je fais partie des gens qui disent leur âge. Je n'ai pas du tout honte d'avoir 77 ans. J'assume aussi, comme toutes les personnes aussi du CNAV, le terme de vieille. Eh bien, je me dis, j'ai de la chance d'être encore en vie et d'être en bonne santé. Elles sont conscientes donc que vieillir est une chance, que vieillir est un paradoxe. Alors ça, c'est important parce qu'on ne va pas non plus se raconter d'histoire. C'est un paradoxe que Victor Hugo a très bien traduit quand il dit « Mon corps décline, ma pensée croît. Dans ma vieillesse, il y a une éclosion. » On voit bien, hein, le corps décline, mais tout n'est pas destiné à décliner. La pensée n'est pas destinée, même s'il y a des maladies cognitives, ce n'est pas une fatalité. Moi, je connais des personnes, j'ai dans mon entourage des personnes de plus de
90 ans, 95 ans, 96 ans, qui continuent à faire des traductions, qui lisent un livre par jour, enfin, qui continuent à apprendre. Donc, et puis l'éclosion, c'est un très joli terme, puisque c'est un terme qui évoque l'ouverture. Et il y a une autre personne qui a très très bien traduit ce paradoxe, et c'était à la réunion que le CNAV, la première réunion du CNAV, quand Ariane Mouchkine nous a accueillis au Théâtre du Soleil, il y a eu ce témoignage d'une dame de 90 ans, je crois, qui disait « Vieillir, c'est une inconnue, tout se délite et en même temps s'ouvre un espace de grâce. » On voit bien le paradoxe, tout se délite. Alors qu'est-ce qu'elle entendait par espace de grâce? C'est assez intéressant parce que moi, dans mes séminaires, souvent je donne cette phrase et je demande aux gens ce que ça signifie pour eux. Des choses très différentes, évidemment. Chacun met ce qu'il veut derrière ce mot. C'est une génération qui est consciente aussi que vieillir est un travail. C'est Olivier de la Doucette, un gériatre, qui m'avait dit un jour, c'est un travail difficile qu'il faut mener joyeusement. Alors ce travail, d'une part, ce travail, c'est d'une part un combat. Alors j'ai cité ce philosophe Roger Dadoun qui avait écrit Pour une vieillesse ardente et qui disait que la vieillesse était un âge agonique. Agonique, agone en grec, c'est le combat. C'est-à-dire, c'est un âge où effectivement il ne faut pas non plus se laisser aller. C'est un âge qui implique une forme de combat. Il faut se battre il faut lutter contre l'indifférence, contre l'ennui, contre le ressassement, contre l'amertume, contre la résignation. Bref, ce n'est pas facile, effectivement, de vieillir bien. Mais c'est aussi un âge qui implique des deuils à faire, et beaucoup de deuils à faire, mais notamment, je vais parler de celui-là, le deuil à faire de la jeunesse de son corps, puisque le corps décline, effectivement. Nous avons, et nous le savons, à faire le deuil de notre corps jeune. Il y a donc une dénarcissisation, c'est un terme psy, mais ce qui dit bien ce que ça veut dire, c'est-à-dire qu'effectivement, si on s'est trouvé bien quand on était jeune, et bien les modifications de la peau, du corps font que beaucoup de personnes se dénarcissisent. Et une dénarcissisation, vous savez que ça peut entraîner un repli sur soi. On n'a plus envie de rencontrer les autres. Et puis aussi, d'autres deuils, ça implique aussi le deuil d'un certain pouvoir, le deuil aussi d'un certain rôle social, ce qui peut entraîner un sentiment de honte ou un sentiment d'inutilité. Les personnes que j'ai rencontrées sont conscientes aussi que vieillir est une aventure. Une inconnue, comme disait cette dame, une inconnue, qui implique, qu'est-ce que c'est qu'une aventure? Quand on part à l'aventure, on ne sait pas ce qu'on va rencontrer, c'est sûr, on ne sait pas, mais on y va. On y va avec son énergie, avec ce que Spinoza appelait le conatus, l'intentionnalité vitale, le désir, qui n'est pas destiné à vieillir. Et donc cette aventure, elle va impliquer de rester ouvert au nouveau. C'est l'éclosion dont parlait Victor Hugo, l'ouverture au nouveau. Donc, cette aventure, elle va s'appuyer sur le désir de continuer à aimer ou à être aimé. Le désir n'est pas destiné à vieillir. On peut rester désirant jusqu'à la dernière seconde de sa vie. La curiosité d'esprit, je me souviens que c'était Benoît de Groult qui disait « Moi, je pense que
je n'ai jamais été aussi curieuse qu'à l'âge qu'elle avait quand elle a donné cette interview, 86 ans. Hein, je suis curieuse de tout. La curiosité n'est pas destinée à vieillir. Et ce qui n'est pas destiné à vieillir non plus, c'est la capacité d'apprentissage. Des personnes continuent à apprendre. Je me souviens que dans un des groupes que j'avais animé, une personne de 86 ans m'avait dit qu'elle s'était inscrite aux langues zo pour apprendre le persan. Alors je lui ai dit, mais pourquoi le persan? Elle me dit, parce que justement c'est inutile. Alors j'avais trouvé cette réponse géniale pour le plaisir d'apprendre. Bon. Qu'est-ce qui aussi ne vieillit pas? La capacité d'émerveillement. Et même une capacité d'émerveillement qui grandit aussi avec l'âge. J'ai cité dans un de mes livres cette rencontre avec un homme qui se promenait sur un chemin de grande randonnée et qui s'était assis à côté de moi sur un banc, sur un tronc d'arbre en fait. Et il m'a dit, vous savez madame, ce chemin, je le fais depuis 50 ans. Il avait 80 ans. Je le faisais en 1 heure parce que c'était un exercice sportif à l'époque. Aujourd'hui, je mets 6-7 heures. Je m'arrête souvent pour reprendre mon souffle. Mais je vois des choses que je ne voyais pas plus jeune. Je vois les bas-côtés avec les fleurs que je connais toutes par leur nom. J'écoute les bruits dans le lointain, des cascades, les cloches accrochées au cou des vaches. Je regarde le paysage et je me dis, mais quelle chance j'ai d'être encore en vie, de pouvoir voir cette beauté. Et en fait, cet homme, quand il me parle, je me rends compte qu'il a vraiment un visage joyeux. Et c'est la première fois que j'ai été frappée à ce point-là par la joie qui apparaît parfois, pas toujours, mais chez des personnes âgées qui vivent une expérience comme ça, je dirais, contemplative, hein, d'émerveillement devant la beauté. Et je me suis souvenue de quelque chose que m'avait dit Annick de Souzenel, peut-être aussi certains connaissent cet auteur, qui a beaucoup travaillé sur la langue hébraïque. Et Annick m'avait dit, sais-tu qu'en hébreu, il y a le même mot pour désigner la personne très âgée et la personne ivre de joie. C'est le mot gil. J'ai appris ça, que cette langue met en rapport la personne très âgée et la personne ivre de joie. C'est intéressant aussi. Donc, alors, cette aventure aussi, c'est un voyage vers l'intériorité. C'est quelque chose, je dis que c'est pas n'importe quel voyage, c'est un voyage qui fait qu'on se tourne vers l'intérieur de soi, mais non pas dans un repli. C'est pas du tout ça. C'est pas un repli. C'est aller visiter ce qui se passe à l'intérieur de soi. Je me souviens que dans un groupe, là aussi, une femme avait dit, pour moi, vieillir, c'est revisiter ma maison. Ma maison, il y a des pièces que je ne connais pas. Donc, je vais à la découverte de moi-même. Et cette dame me disait, je me rends compte avec le recul que les échecs ont contribué à la construction de ma vie. Et je pense avec reconnaissance à ceux qui m'ont aidé, parfois sans le savoir. Ce voyage vers l'intériorité, il y a une définition de Michel Serres, le philosophe que j'aime bien. Il dit « Tu n'as plus désormais à produire ». C'est au sens économique du terme hein, qu'il dit ça, mais à trouver le vrai grain de ta vie. Il ne s'agit pas de la production créative, parce qu'on reste créatif et au contraire, hein, mais trouver le vrai grain de sa vie. Paul Giron, qui est membre d'Hold Up et qui a beaucoup écrit aussi sur son expérience justement du vieillir, elle dit que pour elle, ce voyage vers l'intériorité, c'est de réfléchir sur soi. Et elle se rebelle contre l'idée qu'il faudrait rester jeune.
elle dit, mais ça rime à quoi rester jeune? Ce qu'il faut, c'est devenir, devenir, devenir plus ouvert, plus aimant, plus intelligent que la vie stressée nous a permis d'être. Il s'agit, dit-elle, de peaufiner, de transformer ce que nous étions. Donc, on voit bien que ce voyage vers l'intériorité, que chacun vit à sa manière, il n'y a pas une manière de le vivre, bien sûr, mais ça revient toujours d'une certaine façon à être soi, valoriser ce que l'on est, l'être soi, le devenir soi. Et les personnes aussi m'ont dit qu'elles se rendaient compte qu'elles exploraient les contre-valeurs de la société. La lenteur, dans un monde qui va très vite, qui valorise évidemment la vitesse, parce que la lenteur, ça permet aussi de savourer les choses, d'être plus présent à ce que l'on vit. La disponibilité dans un monde qui valorise la suroccupation, le plaisir de la rencontre dans un monde où les rapports humains sont régis par le pouvoir sur l'autre, le temps libre dans un monde où le temps est contraint, la douceur, la bienveillance, la confiance en soi, dans un monde si dur, et enfin, l'être dans un monde qui valorise le faire. C'est quelque chose qui ne vient pas de moi, cette citation, c'est quelque chose que j'ai entendu il y a des années au Conseil économique, social et environnemental. Peut-être que certains d'entre vous y étaient. Il y avait un grand colloque sur les seniors, une chance pour la France. Et Jean-Paul Delevoye, qui était le président, avait terminé ce colloque justement en nous disant « Mais vous, les plus de 60 ans, vous allez explorer les contre-valeurs de la société et notre société en a besoin. » Et donc j'avais trouvé ça très intéressant. Et puis voyager vers son intériorité, c'est aussi méditer sur sa finitude. C'est aussi ne pas mettre de côté la question de la mort, parce qu'on y va, c'est le bout du chemin. C'est justement pouvoir se mettre au clair avec elle, aussi avec les conditions du mourir. Ce n'est pas mettre de côté parce que tout le monde sait que plus on dénie la mort et plus on est angoissé. Donc effectivement, je pense que l'aventure de vieillir suppose de ne pas mettre de côté cette réalité. Et d'autant plus, alors j'avais été très frappée par les tables rondes post-confinement qu'on m'avait confiées chez Domitis. J'avais entendu des personnes qui avaient été, comme nous tous, je dirais, assignées à résidence, avec juste 1 heure de promenade possible, de sortie possible. Et ces personnes qui voyaient en boucle la mort évoquée sur les écrans de BFM TV m'ont dit, eh bien, au début on a écouté, puis on a fini par arrêter la télé parce que c'était trop anxiogène, trop toxique. Mais on s'est dit, ça peut nous arriver de mourir. Et oui, même en se protégeant, on peut se retrouver en réa, on peut se retrouver. Et du coup, nous avons fait du ménage. On a mis de l'ordre dans nos affaires, dans nos papiers, on a trié nos lettres, nos photos. Et puis, on a écrit notre testament, on a écrit des mots pour les enfants. Et finalement, elles ne sont pas mortes puisqu'elles étaient là dans les tables rondes post-confinement et elles m'ont toutes dit qu'au fond, cette expérience avait été positive pour ça. Ça les avait obligées à réaliser qu'elles étaient mortelles et que la mort était une réalité vers laquelle elles allaient de toute façon. Et qu'en attendant, et c'est ça qui m'a frappée, elles ont toutes dit qu'elles s'étaient rendues compte de ce qui était essentiel pour elles. Et elles avaient pris la résolution de mettre de l'énergie dans ce qui comptait vraiment pour elles. C'est intéressant aussi ça, de cesser peut-être aussi de perdre du temps dans des choses inutiles et d'aller à l'essentiel.
pour le temps qu'il leur restait à vivre, où étaient leurs priorités. Moi, j'ai trouvé très intéressant ces tables rondes. Voyager, l'intériorité, c'est aussi, et c'est important, rester créatif. Et je suis frappée du nombre de personnes créatives que je rencontre. J'étais au Québec il y a 15 jours pour un colloque sur le deuil. Et j'ai rencontré un cinéaste qui s'appelle Fernand Dansereau, qui était venu m'interviewer il y a quelques années à Paris, qui a 95 ans. Il faisait une exposition de peinture. Il était là pour accueillir les gens sur un fauteuil. Je me suis assise à côté de lui et il m'a dit « Marie, vous savez, à 17 ans, je voulais être peintre. Mes parents se sont opposés à cette carrière de peintre, d'artiste, m'ont obligée à faire autre chose. Je suis devenue cinéaste. Mais à 88 ans, eh bien, j'ai repris des cours de peinture et maintenant, je passe mon temps à peindre. Je peins. Alors, je sais que ici, il y a aussi beaucoup de personnes pour qui cette créativité est là, hein, la créativité de la peinture et d'autres. Et c'est effectivement extrêmement important. Alors, je vais arriver à ma conclusion parce qu'on avait convenu avec Véronique qu'il y ait un temps qui reste, je ne sais pas d'ailleurs combien de temps, un temps qui reste pour qu'il y ait éventuellement un échange avec vous, des réactions, peut-être des questions. Combien de temps est-ce qu'il reste? Ça va? Un quart d'heure, d'accord, très bien. Mais alors, je voulais juste revenir en conclusion sur Roger Dadoun. Vous savez, ce philosophe qui avait écrit pour une vieillesse ardente et qui disait que la vieillesse était un âge agonique. Et cette citation que j'aime beaucoup, il dit « Efforcez-vous ardemment de vivre vieux, très vieux, de vivre centenaire et super centenaire, pour que vive et rajeunisse l'humanité. » C'est une parole très forte et vous voyez, en vous donnant cette citation et en pensant à l'exemple que l'on peut donner aux plus jeunes, hein, je repense justement à ce que Ariane Mouchkine, qui va venir tout à l'heure, qui va venir bientôt, avait dit dans cette réunion du CNAV, elle nous avait dit « Mais comment se fait-il qu'on en soit arrivé avec une image aussi désastreuse, aussi catastrophique de la vieillesse comment expliquer cela ?» Et elle nous avait dit, je me souviens, elle nous avait interpellés, et elle nous avait dit « Mais c'est à vous les plus de 60 ans, de nourrir l'imaginaire de vos enfants. De leur montrer que vieillir peut être autre chose qu'un désastre, que ça peut être tout ce que j'ai essayé de vous dire en quelques mots, hein, une aventure qui vaut le coup, une aventure qui fait vivre des choses nouvelles, différentes, certes, avec le corps que l'on a. Hier, Marie-Françoise Fuchs disait, elle a 92 ans, et elle disait, à mon âge, on est handicapé. Oui, on ne peut plus faire, et c'est vrai qu'à 92 ans, on ne peut plus faire ce qu'on faisait à 72. Et à 72, ce qu'on faisait à 52. Donc, mais voilà, il y a tellement de choses que l'on peut vivre, qui sont différentes, et que l'on peut d'une certaine façon transmettre, non pas par des leçons de vie, parce que les enfants et les petits-enfants sont dans un autre monde, ils ont d'autres codes, mais on peut leur montrer que vieillir peut être intéressant. C'est une transmission. Et quand je pense à Ariane Mouchkine qui disait « Mais c'est à vous de nourrir l'imaginaire de vos enfants », eh bien, je pense que ça rejoint la phrase de Roger Dadoun, hein, « Efforcez-vous ardemment de vivre vieux, très vieux, centenaire, super centenaire,
pour que vive et rajeunisse l'humanité. En fait, finalement, le sens de l'âge, ça serait de rajeunir l'humanité. Oui. Oui. On a un petit temps d'échange, je crois. Si quelqu'un veut réagir ou... Qui ose lever le doigt? Oui, vous parliez, je crois, d'une écrivaine qui disait qu'elle était toujours aussi curieuse de la vie. Benoît de Groult, je crois. Benoît de Groult. Oui. Mais est-ce que vous ne croyez pas qu'elle a toujours été curieuse? En fait, c'est pas... Alors, elle dit dans une interview, je suis beaucoup plus curieuse que plus jeune. Elle dit que sa curiosité n'a fait que grandir. D'accord, c'est ça que je voulais entendre, en fait. Elle l'était sûrement. Sans doute. Parce que c'était une grande voyageuse. Et d'ailleurs, elle disait quelque chose, parce que Benoît de Groult, elle crapahutait partout. Et elle disait, je découvre la richesse des voyages immobiles. Phrase très forte, parce qu'elle était évidemment, elle ne pouvait plus voyager comme avant. Elle était dans un fauteuil. La richesse des voyages immobiles. Bonjour. Alors, attendez. Vous m'entendez? Bonjour. Oui, voilà. Bonjour. Je vois. Je vous remercie déjà vraiment beaucoup. Et j'interviens là en tant qu'auteur d'un essai que j'ai sorti il y a 3 ans et qui s'appelle L'aventure au coin de la ride. Et dans cet essai, je ne vais pas vous résumer tout. Je vous dis juste que j'ai travaillé sur le rapport au temps, le rapport au corps, le rapport aux peurs. Et en 4e chapitre, c'est quelque chose que je n'ai pas entendu, j'ai travaillé sur entre guillemets, le marketing du bien vieillir, qui est dans ce contexte d'images, de réseaux sociaux, où on s'identifie à un jeunisme justement, où on intègre sa propre quête d'image. Il y a quelque chose qui empêche ce regard social, qui empêche vraiment de générer une estime de soi, une image de soi qui serait un peu en contrepoint de tout ce regard assez délétère en fait, lié à tout ce que je viens de dire. Donc effectivement, il y a quelque chose d'une lutte et d'un combat, comme vous dites, à mener aussi sur ce contexte-là qui peut-être empêche de s'assumer en tant qu'âge, en tant que vieillissement, etc. Oui. Et juste, pardon, oui. La citation que je cite dans mon livre au début, c'est donc tout le monde vieillit, mais il est interdit d'être vieux dans le sens d'un statisme et d'une identification à son âge. Et cette phrase, c'est un grand philosophe talmudiste, Rabbi Nachman de Breslau. Rabbi Nachman, donc je la connais. Voilà. C'est une très belle phrase parce que ça veut dire oui, vieillir, oui, mais ne pas être vieux dans le sens de être triste, désespéré, amer. Enfin, voilà. C'est dans ce sens-là qu'il emploie le mot être vieux, pas dans le sens dans lequel nous l'employons ici, puisque nous voulons montrer une autre image. Mais merci de l'annonce de ce livre auquel vous avez travaillé. Il y a quelqu'un par là? Oui, d'abord, merci. Je ne vois pas où vous êtes. J'ai beaucoup aimé votre intervention. Je voudrais rajouter deux choses. D'abord, on n'a pas 90 ans, on a accumulé, on a et 10, et 20, et 30, et 40, et 50, et on n'a pas perdu ces 10 ans parce qu'on en a 90. C'est des richesses supplémentaires. Alors, l'idée de d'abord toujours apprendre, oui. Mettre de l'ordre dans soi-même, certainement. Mais il y a deux petites missions qui ne sont pas tout à fait évoquées. C'est la qualité de relation avec ses descendants, qui ne s'intéressent pas à votre vie, mais en revanche, on a souvent beaucoup de choses à leur dire sur ce dont on se souvient de leur enfance, l'enfance de ses enfants, par exemple. Ils ne s'intéressent pas à vos propres mémoires, mais ils s'intéressent puissamment
à ce qu'on a pu noter, quitte à le désapprouver d'ailleurs, de leur enfance à eux. Et il y a une chose qui me paraît importante aussi, c'est que les anciens sachent qu'ils ont une expérience à transmettre. Alors, c'est pas évident parce qu'ils ont pas forcément, on n'a pas forcément l'aptitude à se faire comprendre. Et on n'a pas les autres n'ont pas forcément le goût de vous écouter, mais on sait des choses que les moins expérimentés ne savent pas. Et ça, il faut absolument qu'il y ait des contributions utiles dans la société des aînés. Voilà. C'est très juste ce que vous dites. Hein. C'est vrai que on parle d'ailleurs dans les séminaires et que le thème de la transmission est évoqué. Hein, effectivement. Je pense qu'il y a que l'exemple. Vous voyez, il n'y a pas de leçon à donner. Hein, mais qu'au fond, ils nous regardent. Les plus jeunes nous regardent vieillir. Et des choses passent sans qu'on ait de leçons à donner, je pense. Et puis, moins on est donneur de leçons, et plus ils s'intéressent à vous. J'ai remarqué. Donc, ça les intrigue aussi. Je crois qu'on peut les intriguer, pourquoi pas. C'est une façon aussi de susciter leur curiosité. En termes de transmission, j'ai cité souvent dans mes livres ce témoignage d'un homme de 90 ans qui, dans un groupe de parole, avait raconté que la veille, son petit-fils de 16 ans l'avait appelé en lui disant qu'il allait se suicider parce que sa petite amie l'avait quitté et que c'était l'amour de sa vie et qu'il ne voyait pas comment il pouvait continuer. Et cet homme nous a dit, vous savez, je l'ai écouté, j'ai été tentée de lui dire non, non, surtout ne fais pas ça, pense à tes parents, pense à tes grands-parents. Je me suis tue, je l'ai écouté. Il l'a déposé tout son chagrin. Et quand il a eu fini, je lui ai dit, écoute, tu es sans doute en train de vivre la première grande épreuve de ta vie. Traverse-la. C'est une chose que je peux te dire à mon âge, parce que j'en ai traversé aussi. Traverse-la parce que tu vas apprendre quelque chose sur toi, sur ta capacité à faire face aux coups durs. Tu vas découvrir des choses en toi. Et là, vous voyez, là, je pense que c'est une transmission qu'on peut faire parce que c'est une façon de dire à un enfant, fais-toi confiance, fais confiance à la vie, avance. C'est dur en ce moment, mais donc c'est pas une leçon, c'est une transmission de forme de sagesse qu'une personne âgée peut faire parce qu'elle sait de quoi elle parle. Ici, nous tous, il y a certainement personne qui peut dire « j'ai pas eu d'épreuve ». On en a tous eu. On les a traversés. Et on sait aussi qu'en les traversant, on s'est construit, on a appris des choses de soi. Ça, c'est quelque chose qu'on peut transmettre à un plus jeune. Oui. Chercheur en psychogénétique, et ma question porte sur ce sujet. Les études sur les jumeaux monozygotes séparés à la naissance ont montré que le poids de l'inné est proportionnel à l'âge. Contrairement à ce que les gens pensent, plus vous avez d'expérience, plus c'est. Dans une époque où on parle beaucoup d'écologie, respecter les arbres c'est bien, mais respecter sa propre nature, c'est pas mal non plus. On parle de la vieillesse comme l'âge de la sagesse. La sagesse, c'est de trouver un juste milieu entre deux écueils, subir sa nature ou contrer sa nature. Et le chemin du milieu, c'est optimiser sa nature dans la lucidité. Et donc finalement, le poids de la nature, c'est comme les cheveux blancs. Tôt ou tard, ils gagnent, mais c'est à vous de les domestiquer. Bien. Merci. Merci. Oui. Bonsoir. Moi, je suis frappé par le fait que l'assistance est composée à 90% de femmes. Oh. Donc, non, mais 80 ou 90%, peu importe, enfin, ultra majoritairement par des femmes. Et finalement, est-ce que la vieillesse, elle est vécue différemment par les hommes et par les femmes? De toute évidence, il y a quelque chose. Oui. Mais écoutez, c'est quelque chose que je constate depuis longtemps. Aussi, dans mes séminaires,
il y a une majorité de femmes. Ça m'est arrivé quelquefois d'avoir la parité, mais c'est rare. C'est toujours une majorité de femmes. Pourquoi? Est-ce que alors, on dit que les femmes sont plus à l'aise avec la question du passage. Hein, du passage des... Bon, elles donnent la vie, le passage, peut-être que la vie, la mort, ces passages, les étapes de la vie, il semblerait qu'elles les vivent plus facilement que les hommes. Mais honnêtement, je vais vous dire, je ne sais pas pourquoi. C'est un constat. Peut-être aussi, c'est une hypothèse, peut-être aussi que les hommes ont du mal à laisser derrière eux une certaine image d'eux-mêmes liée à je dirais, liée à quelque chose. Il faut être fort, dur, ne pas se poser de questions, être efficace, rentable. C'est-à-dire qu'ils sont dans l'effectivité, vous voyez. Et peut-être que d'aller dans une réunion où on va s'intéresser à la psychologie, ils ont l'impression que ça peut les dévaluer. Je ne sais pas, c'est une hypothèse. Enfin, mais il y a quand même pas mal d'hommes ici. Hein. C'est pas la majorité, c'est vrai. Bon. On prend les 2 dernières questions. Oui, moi, je voulais vous dire que vous ne le savez pas, mais vous êtes une amie. Comment? Vous êtes une amie. Mon amie. Ah! Vous ne me connaissez pas. Je m'appelle Jacqueline. Oui. Mais je voulais dire, en vous écoutant, j'en suis écoutez, merci. Vraiment émue. Et je suis d'accord. Il ne faut pas de sagesse. Il faut qu'on soit créatif, qu'on ait de l'audace. L'audace a du génie, de la puissance et de la magie. Alors il faut qu'on y aille. Merci. Merci. Oui, merci aussi. Moi, je voulais dire à propos de ce que vient d'être dit. Oui. Oui, pardon. C'est que l'image de l'homme vieux est tout à fait acceptable et acceptée. L'homme a le droit de vieillir. On voit des vieux acteurs, pleins de rides, de cheveux blancs, mais on ne voit pas, à part Line Renaud, peut-être, et les autres qui sont refaites, il n'y a pas de vieilles femmes à la télé, au cinéma. C'est pour ça aussi. C'est intéressant votre hypothèse, parce que vous pensez au fond que comme ils sont dans une vieillesse qui est beaucoup plus acceptable, ils n'ont pas besoin de venir en parler avec d'autres. D'une part, et puis c'est possible. Ils ont aussi, les hommes ont peu l'occasion de parler de leur intériorité. Hein. C'est vrai aussi, mais pas tous. Enfin, c'est vrai que ça fait pas. Apparemment. Oui. Mais bon, mais ce que vous avez dit sur le fait que peut-être au fond ils ont peut-être moins de problèmes ou croient en avoir moins. Et dans ce cas-là, peut-être ils se disent une réunion sur le sens de l'âge, c'est pas pour moi. C'est possible. Bien, Marie, nous vous remercions de votre intervention.